Merci, et je voudrais vous dire d'abord, ça n'arrive pas tous les jours qu'on puisse parler en ayant au-dessus de la tête un des éléments dont on aura à parler. Et puis en plus, je suis ravi d'être à Charleroi parce que nous exposons pour l'instant Magritte à Tokyo, au National Center for the Art. Ils accueillent en semaine 3500 visiteurs par jour et le week-end environ 6000 personnes par jour. Et parmi les 225 œuvres de Magritte qui sont à Tokyo pour l'instant, eh bien, il y a l'esquisse, la grande esquisse qui se trouve ici au musée, qui est exposée là-bas, l'Esprit de la liberté et une baigneuse de 1925. Donc le patrimoine de Charleroi est aussi en partie à Tokyo. Et donc comme on a un peu privé les Carollo de leur Magritte, ça me semblait quand même normal de venir, d'essayer modestement de s'y substituer, ne serait-ce que pour un instant. Alors j'ai choisi, comme c'est quand même l'Académie royale et que ça doit être sérieux, parce qu'il y avait moyen de faire des sujets beaucoup moins sérieux avec Magritte, il y a beaucoup d'humour chez Magritte, mais ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai voulu quand même, pour donner un corps sérieux, et puis pour montrer aussi quand même que quand on fait de l'histoire de l'art, 30 ans, on s'intéresse à la philosophie, prendre une question qui, chez Magritte, est une question centrale, qui est celle de la problématologie. C'est un terme que j'emprunte à un collègue et néanmoins ami, Michel Meyer, qui a développé toute une série d'études sur la problématologie, on va voir dans un instant de quoi il y retourne, mais qui pose un mode de questionnement qui, ça n'a rien à voir avec Magritte comme point de départ, mais vous allez voir, on s'y retrouve assez rapidement. C'est le paradoxe de Ménon, dont Platon fait le développement dans l'ouvrage Ménon, et qui part, en fait, c'est une discussion sur l'identification et la définition de la vertu. Puis ils se rendent compte, les uns et les autres, que définir la vertu, ils n'y arrivent pas. Mais ils arrivent à définir des éléments propres à la vertu. Puis, dès lors, se noue un questionnement sur la connaissance. Comment peut-on arriver à une forme de connaissance? Et Ménon expérimente finalement sa difficulté à atteindre une forme de connaissance pour un principe aussi fondamental que la vertu, dans un débat philosophique, et Socrate résume en fait la position de Ménon, qui est, je ne peux pas ne pas penser qu'il n'y ait pas aussi un petit peu d'humour dedans, dans lequel il dit qu'il n'est pas possible, comme vous pouvez le lire, à l'homme, de chercher ni ce qu'il sait, ni ce qu'il ne sait pas, parce que ce qu'il ne sait pas, il ne peut pas savoir ce qu'il cherche, puisqu'il ne le sait pas. Par contre, s'il le sait, il n'y a pas d'intérêt à rechercher le sens d'un questionnement dont on a déjà la réponse. Et donc, dans un schéma de ce type, au-delà de l'humour, qui est quelque chose qu'on retrouvera chez Magritte, il y a une forme de réflexion qui vise en fait à repositionner l'ordre de la connaissance. Et ce repositionnement de l'ordre de la connaissance, dans les dialogues plus tournés là vers l'idée d'œuvre d'art, on retrouve souvent quelque chose qui correspond assez bien à ce qu'on pourrait appeler l'esprit même de saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. On a cité un grec, on peut bien citer un père de l'Église. Ça se retrouve dans Jean 20, 24, 29. Je crois ce que je vois est en fait une sorte de résumé d'un positionnement où Thomas dit, selon Jean, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et c'était exactement ce que le Caravage, dans toute cette réforme de ce qui va devenir la peinture, qui va développer la notion de réalisme à partir du Caravage, c'est ce qu'il nous donne à voir. C'est non seulement Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, mais qui va d'ailleurs tester l'élasticité du tissu pour bien se rendre compte qu'en mettant le doigt dans la plaie du Christ, eh bien, il y a bien l'expression de l'évidence. Et cette évidence, d'ailleurs, le Christ y répond, parce qu'il lui dit... 8 jours plus tard, Jésus exauce la requête, et voilà le sifflement qui revient sans doute, et Thomas, que le Christ va appeler disciple, va reconnaître dans cet homme avec un trou sur le côté, eh bien, son Seigneur et son Dieu, lequel lui répond « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et donc ce que met en scène cette réflexion sur l'évidence, c'est évidemment que nous avons une forte tendance à ne croire que ce que nous voyons, et que donc notre connaissance est bien souvent ramenée à ce principe d'évidence. Il faut voir les choses pour y croire. Et c'est effectivement un raisonnement qui, chez Magritte, a eu une importance considérable, parce qu'il y a toute une partie de l'œuvre, voilà une animation que je n'avais pas prévue, mais c'est bon, toute une partie de l'œuvre qui est en fait un renvoi
une référence, un référencement à cette notion de narration. Et la narration, chez Magritte, est souvent fondée sur cette question d'évidence, qui d'ailleurs, en 1925, le conduit à renoncer à ce qui était l'abstraction, à revenir à une forme de figuration, ce qui le situe dans une sorte de modernité à rebours par rapport à ce qui est la veine dominante de l'époque. Et il va développer, dans un premier temps, une œuvre dont j'aurais tendance personnellement à dire qu'elle a une très forte portée psychanalytique. C'est une œuvre qui, bien souvent, est le reflet d'un vécu, d'un ressenti de Magritte. Et je sais que Jacques Croizin est dans la salle, je sais d'autant mieux que j'ai son enregistreur en face de moi, et que Jacques, dans l'ouvrage remarquable qu'il a publié, qui est cette biographie du premier Magritte, donc du Magritte de Charleroi, qui tourne évidemment autour d'un leitmotiv qui est le suicide de la mère et la réaction comportementale de René Magritte et de ses frères à ce suicide, à une situation familiale donnée. Bien, je pense personnellement qu'une grande partie de l'œuvre de Magritte, certainement jusqu'en 1928, est conditionnée par cette dimension psychanalytique, par cette recherche. Alors, est-ce que c'est une manière, ça sera sans doute un débat avec lui, est-ce que c'est une manière d'apaiser un conflit intérieur? Est-ce que c'est une manière de trouver une forme de solution à une tension intérieure? Est-ce que c'est une manière de s'assagir, de trouver une paix intérieure? C'est un autre débat, mais en même temps, c'est ce qui conduit chez Magritte à un développement d'une peinture qui est d'abord et avant tout un récit. Et on verra de temps en temps d'ailleurs que ces récits ne manquent pas de sens et qu'ils créent une logique. Ce qui m'intéresse davantage par rapport à cette notion d'évidence, c'est qu'à un moment donné, et on est là vers 1928, Magritte va faire glisser sa réflexion de cette notion de récit. On pourrait développer une narratologie en reprenant des éléments de l'histoire littéraire chez Magritte, cette manière de construire le récit qui s'inspire de la photographie, du cinéma, de Fantomas, de toute une série de thèmes, des pieds nickelés aussi. Forton et ses pieds nickelés, on peut les mettre en mouvement et ils induisent un récit. Mais il y a une série d'œuvres, comme par exemple Les objets familiers, qui date de 1928, qui montrent un Magritte qui progressivement s'intéresse à l'objet, et l'objet ne se révèle dans le contexte magricien qu'à travers la notion du regard. Alors, voilà un point de départ, et cette étrange manière de faire juxtaposer des silhouettes qui sont toujours mis dans une situation de relation avec un objet qui a l'air de flotter dans un espace, et donc on est bien dans une représentation mentale, elle conduit, bien des années plus tard, à des œuvres comme La Chambre d'écoute. Alors c'est une œuvre que j'ai voulu placer ici, même si l'écran nous prive d'un certain nombre de données, comme par exemple ici la localisation, c'est une œuvre qui se trouve à Zurich, au Kunsthaus de Zurich, mais on se retrouve avec une œuvre de ce type devant en fait un double problème. Si vous le rapprochez à l'œuvre précédente, il y a deux manières de voir une œuvre de ce type. Ou bien on fait une lecture très américaine et très pop, et on considère que si l'hypertrophie des objets, c'est-à-dire qu'on a fait gonfler les objets pour leur donner une sorte de surprésence qui témoigne dans le côté pop américain d'une critique de la société de consommation, qui d'ailleurs n'intéresse pas véritablement Magritte. Mais en fait, l'objet qui est, le but c'est d'avoir, prend toute la place, tout l'espace domestique, et on a cette hypertrophie des objets qui renvoie à des artistes américains comme Oldenburg, qui va représenter des objets à une échelle monumentale. Si on ramène cela dans l'œuvre de Magritte, on peut aussi voir dans un tableau de ce type une sorte de fixation sur l'objet. Et d'une certaine manière, si nous avons un objet qui prend une telle importance, c'est bien parce que l'objet se met en face de notre regard et finalement absorbe l'intégralité de notre attention et de notre regard pour ne plus se donner que sous une forme qui devient une sorte de forme avec une sorte de pulsion scopique qui conduit à ne plus voir que l'objet. Alors, cette manière de voir l'objet est d'ailleurs assez intéressante parce que Magritte a joué de la réversibilité. Nous regardons l'objet, mais l'objet nous regarde. À travers cet objet très singulier, évidemment, qui renvoie à un élément d'inquiétante étrangeté, cette tranche de jambon dotée d'un œil, et donc l'objet nous regarde et en même temps l'objet nous crée. Et ce qui me semble assez intéressant d'une relation de ce type, c'est que dans la recherche de Magritte, dans la réflexion de Magritte, cette réversibilité du regard, elle induit déjà cette idée de l'art comme problème, comme problématologie, qui est fondée sur ce paradoxe de mais non. Si nous nous interrogeons sur des objets que nous ne connaissons pas, il n'y a pas d'interrogation puisqu'on ne peut pas la formuler. Comment pourrait-on s'interroger sur ce qu'on ne connaît pas?
Mais par contre, si on s'interroge sur des objets que nous connaissons, quel est l'intérêt? Or, l'interrogation, elle ne sera que partielle, et elle va viser une forme d'origine. Il y a donc chez Magritte, d'abord et avant tout, une sorte de réflexion qui passe par l'objet, vers 1927-28, donc je laisse de côté la dimension psychanalytique, c'est-à-dire cette manière, on verra 2-3 comparaisons qui permettent d'en parler, mais je laisse de côté la dimension précisément où Magritte cherche dans la peinture à comprendre et à dévoiler les arcanes d'une forme d'inconscient qui est perçue sous la forme du refoulement, et vous verrez que dans la question, le refoulement joue un rôle aussi. Et vers 1928, comme en témoigne cette lettre à Nouget, Magritte s'est rendu compte que les objets sortaient d'une relation de causalité et que cette sortie de la relation de causalité positionnait face au regard un objet qui en même temps nous renvoie à une forme d'interrogation. La question que nous posons à l'objet, finalement, l'objet nous la retourne, et ce sentiment va constituer pour Magritte un élément qui est un élément lié à la notion d'évidence, et c'est la notion de preuve. À travers le regard, l'objet fait la preuve d'une existence. C'est ce dont il témoigne avec cette œuvre singulière qu'il réalise en 1958, qui reprend l'idée de la pièce, de l'intérieur de la pièce, mais d'une pièce dont les murs sont devenus une sorte d'espace mental infini, c'est un ciel, et dans lequel l'artiste dispose les objets qui, posés bout à bout, d'ailleurs sans relation de proportionnalité, le peigne est moins grand que le lit, vont faire la preuve de l'existence. C'est finalement une dimension très mallarméenne, par laquelle Magritte exprime un vide central. Il n'y a pas de contenu qui nous permette de nous définir en soi. Nous ne sommes qu'une succession d'interrogations. Seul l'objet, par le regard qu'il pose sur nous, nous donne une possibilité d'avoir une preuve de notre existence. Alors c'est assez amusant parce que les objets sont d'ailleurs très typés. L'allumette est typiquement belge. Le verre est un verre d'Herbat, une production liégeoise très commune dans les années 40-50, la savonnette, le blaireau, l'armoire qui était celle qui se trouvait dans la maison de Magritte, le peigne, ce sont des objets qui sont des objets du quotidien. Mais ces valeurs personnelles renvoient, comme par un jeu de miroir, la preuve de notre existence. C'est cette valeur accordée à l'objet qui explique probablement que dans la première période de l'œuvre de l'artiste, il y a eu véritablement une volonté d'interroger l'objet et de fonder la peinture sur une interrogation de l'objet. On n'est pas encore au questionnement, on va arriver à l'art du problème dans un instant, mais c'est une première étape qui est fondamentale, c'est libérer finalement l'objet de nos conventions mentales. Alors, ce tableau, dont le titre, pour une fois, chez Magritte, n'est certainement pas un titre dû au hasard, la trahison des images est très clairement la volonté qu'a Magritte d'exprimer ce que le tableau résume, c'est-à-dire la présence de cette pipe. Le « ceci n'est pas une pipe », avec ce jeu qui veut que le « ceci » renvoie à 3 éléments dans la représentation, avec lesquels d'ailleurs Magritte jouera dans d'autres tableaux. C'est évidemment la peinture de la pipe. J'ai jamais réussi à fumer un morceau de tableau, combien même vous relirez la toile, ce n'est pas une pipe. Le « ceci » renvoie aussi au mot « pipe ». Il y a d'ailleurs un dessin de Magritte montrant quelqu'un tenant le mot « pipe » en main, mais on ne fume pas avec le mot « pipe ». Et le « ceci » renvoie dans lui-même, dans une manière circulaire, au ceci, c'est-à-dire à l'acte de monstration qui est de montrer un objet. Mais en même temps, alors cette œuvre a fait les délices depuis Foucault de tous les sémiologues possibles et imaginables qui jouent toujours sur la relation qu'il y a entre le signifiant et le signifié, entre l'objet représenté et le sens qui y serait inclus. Il y a une autre lecture que l'on peut donner qui est davantage une lecture fondée sur la cohérence interne de l'œuvre de Magritte, qui correspond à une sorte de bon sens un peu anarchisant qu'a Magritte. C'est quand on dit « ceci n'est pas une pipe », naturellement on dit « mais alors c'est quoi » Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, le « ceci n'est pas une pipe », dans sa négation même, pose une question. Et je crois que ce n'est pas un hasard si en 1929, ce tableau constitue l'aboutissement de la relation que Magritte entretient dans l'équivalence entre ce qui est écrit et ce qui est peint. Il va jouer régulièrement de cette équivalence en disant on peut remplacer ce qui est peint par ce qui est écrit et remplacer ce qui est écrit par ce qui est peint. Et donc on va avoir des tableaux qui sont en fait des tableaux rébus, des tableaux mots. Mais ici, il y a très clairement l'idée de faire, à travers cette légende, ce commentaire, le « ceci n'est pas une pipe », induire un raisonnement de bon sens chez n'importe lequel d'entre nous.
bon sens que d'ailleurs n'ont pas toujours les sémiologues, hein, mais bon, ça c'est une autre question, qui est de se dire, si ce n'est pas une pipe, c'est quoi? Eux, au contraire, jouent sur cet élément de négation, sur le fait qu'au lieu d'avoir le plus et le moins qui s'attirent et le signifiant et le signifié qui se marient, vous avez au contraire deux moins ensemble ou deux plus ensemble, et il y a un effet repoussoir. En réalité, chez Magritte, il y a toujours un fond de bon sens. D'ailleurs, il y aura un tableau qui s'intitulera « Ceci continue de ne pas être une pipe ». Et si le « ceci continue de ne pas être une pipe », c'est bien qu'il y a derrière le tableau, derrière ce vide sur lequel est tendue l'image, eh bien, il y a une réflexion sur qu'est-ce que l'objet. Alors, si ce n'est pas une pipe, qu'est-ce que c'est? Cette réflexion, elle constitue un premier mode d'interrogation. Il y a un deuxième mode d'interrogation qui apparaît chez Magritte, c'est une réflexion sur l'image. Alors, Magritte est un publicitaire. Il a fait des études, pour autant qu'on puisse qualifier son parcours académique vraiment d'études, mais enfin bon, il a suivi une formation de publicitaire dont il a surtout reconnu et retenu l'idée d'une image efficace. Mais il en a aussi retenu l'idée que toute publicité est une forme de mensonge organisé et que c'est une forme de discours qui se structure dans un horizon d'attente. Sorti de ses études, il y a un moment d'enthousiasme pour la modernité. Il réalise des œuvres abstraites dont il va très rapidement percevoir les limites. Ce discours non figuratif est aussi un discours qui crée sa propre légitimité et son propre mode de fonctionnement. Donc il y a une dimension un peu tautologique. Et de cet élément-là, il retient l'idée que toute image, et c'est le thème même de la trahison des images, n'est jamais qu'une surface couverte de peinture qui donne une illusion. Alors Magritte parle souvent de la notion de vraisemblance. Il a besoin de la vraisemblance pour que l'image soit efficace. Et cette notion de vraisemblance, eh bien, c'est ce qui fait que toute peinture est en fait l'organisation d'un mensonge visuel. Regardez le Caravage. Pour autant que j'y arrive. Regardez le Caravage, vous arrivez à un sommet dans ce qui est la qualité mensongère de l'œuvre, d'une certaine façon, et tout particulièrement dans ce qui est l'objectif même du Caravage, la manière dont saint Thomas introduit son doigt dans la plaie, et on sent qu'il recourbe un peu le bout du doigt pour tirer un peu sur la peau, pour bien vérifier que c'est ouvert. Et vous sentez que là, il y a une volonté qui est une volonté de vraisemblance et d'illusion. Pourquoi? Parce que pour que l'image soit efficace, pour qu'ici elle nous dise ce qui est le message véhiculé par Jean à propos de saint Thomas, eh bien, il faut qu'il y ait cette efficacité. Mais en même temps, cette efficacité, elle nous conduit à prendre des libertés vis-à-vis de la représentation. Je vous mets au défi d'arriver à éclairer une scène comme elle est éclairée là, de manière naturelle, sauf si vous disposez de spots, comme c'est le cas ici. Mais je vous signale quand même que le Caravage ne vivait pas à l'époque de l'électricité, des lampes et des spots. Donc l'éclairage qu'il construit ici est en fait véritablement une construction, et cette construction, elle opère d'une manière illusionniste, sinon illusoire, sinon mensongère. Elle crée un fabuleux mensonge, comme un poème crée une sorte de fiction non réelle de la réalité. Alors c'est un peu résumé, c'est un peu rapide, mais c'est simplement pour percevoir que dans la peinture de Magritte, il va y avoir en permanence cette obsession de parvenir à montrer, d'une part, une image qui soit une image efficace, qui fonctionne sur la vraisemblance, mais dont le but est précisément de démontrer qu'au-delà de cette vraisemblance se joue toujours une relation entre ce qui est dit et non dit, montré et non montré, visible et caché. Et une des premières manières que Magritte va trouver pour le formuler, c'est en mettant la peinture elle-même en scène. Alors il le fait en 1931 avec La Belle Captive, que vous avez là, qui est en fait que vous pouvez percevoir comme un paysage tout à fait anodin et évident, presque d'une banalité écrasante, s'il n'y avait le détail de la tranche de la toile, qui crée un interstice dans le tableau et qui, en créant cet écart, vous donne à voir une peinture dans la peinture dont nous supputons qu'elle représente ce qui se trouve caché derrière la peinture. Autrement dit, il y a toujours quelque chose derrière la peinture. Et on va voir la manière dont, de façon très systématique, dont Magritte va traiter de cette réflexion. Ce que vous avez là est en fait une métaphore de l'illusionnisme, de la vraisemblance en peinture, mais avec une volonté qui est différente. Chez le Caravage, il y a une exacerbation de la réalité qui permet, justement par ces jeux d'éclairage, de créer une torsion qui va donner son expressivité à l'image.
d'une certaine manière, le Caravage, comme Magritte, mais il n'est pas un publicitaire, fonctionne avec l'efficacité de l'image, ce qui va devenir d'ailleurs un principe baroque tout à fait caractéristique. Chez Magritte, l'idée, et de nouveau, vous voyez que ça nous ramène à ce qui était le rapport à l'objet, cet écart, il va induire de nouveau un questionnement chez le spectateur. Est-ce que ce qui se trouve à l'arrière du tableau est vraiment ce qui est représenté sur la surface ? Autrement dit, de nouveau, l'image, la mise en scène de l'image conduit à une forme d'interrogation. Et dans ce contexte-là, on voit Magritte, par exemple, ici, s'attacher à un objet qui est la peinture dans la peinture, et la manière dont la peinture dans la peinture rend compte de cette réalité. Alors j'ai choisi ce tableau parce qu'il va répondre, il annonce, ce n'est pas la première question que Magritte va poser, on les verra ensuite celle-là, mais il annonce un des premiers problèmes que Magritte a traité en 1933 et qu'il expose dans une conférence qu'il donne à Anvers en 1938 qui s'intitule « La ligne de vie », c'est le problème de la fenêtre. Alors c'est intéressant parce que vous voyez qu'à travers ce que nous venons de voir qui était un questionnement finalement de la peinture, on en vient à la fenêtre et ça nous renvoie en fait à toute la tradition Renaissance, la fenêtre d'Alberti, qui se fonde sur l'idée que pour construire une perspective, il faut des catégories de réalisation. Il faut avoir une vision monoculaire fixe, ce qui n'est pas notre cas, on a deux yeux et ils bougent tout le temps. Il ne faut pas appartenir à la scène que nous représentons, d'où l'image de la fenêtre. Il faut être séparé du monde que nous voulons représenter. Et c'est l'idée d'un point fixe que l'on va placer à l'horizon qui va permettre de rationaliser, de structurer l'espace qui par définition est infini dans une image qu'on qualifiera de perspective. La peinture et l'art de la fenêtre, plutôt l'art de la peinture et la pratique de la fenêtre, ont partie liée depuis la Renaissance. Ce n'est donc pas un hasard si Magritte passe d'une peinture qui met en abîme le tableau dans le tableau à une réflexion sur la fenêtre, dont vous voyez bien ici que Magritte reprend exactement la même logique, mais avec une nuance, c'est qu'il a introduit une tension entre l'intérieur et l'extérieur. La peinture se trouve dans un espace intérieur et elle met en abîme une représentation qui se trouve à l'extérieur de la maison. Ce qui explique que lorsqu'il reprendra quelques années plus tard exactement le même questionnement, ce problème de l'intérieur et de l'extérieur dans la clé des champs va trouver une solution qui ne passe plus par la peinture, mais par l'inscription de la peinture dans la fenêtre. D'ailleurs, si vous regardez le film remarquable que Luc Deheuge a réalisé sur Magritte, ce tableau est utilisé dedans, et Magritte arrive avec sa ramassette en traînant des pieds, et il passe la ramassette pour récupérer les fragments de quoi ? Du réel figé dans l'image qui s'est brisée et qui crée ce passage entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, on se retrouve ici à travers le problème de la fenêtre, pour lequel Magritte nous donne sa définition. On se retrouve ici dans un contexte qui montre bien que l'idée de la problématologie dont on va parler maintenant dans un instant, elle n'est pas un accident de parcours chez Magritte. Elle vient d'une part, alors elle ne vient pas non plus de la lecture de Platon, Magritte préfère Fantomas et les Pieds-Nickelés à la lecture des philosophes, même si c'est un artiste qui a une culture poétique, une culture philosophique, mais elle est de seconde main, mais qui vous montre que d'une part il y a une réflexion et une interrogation, un questionnement qui part de l'objet. L'objet nous démontre, et en nous démontrant, il nous interroge, car il nous regarde d'une certaine manière, pensez à la tranche de jambon. Et puis de l'autre côté, il y a une réflexion sur l'image qui, à travers la vraisemblance, à travers cette pratique de la mimésis qui met en question le tableau, et le tableau devient fenêtre, et la fenêtre devient véritablement tableau-fenêtre, conduit à cette pratique qui va être cette pratique de l'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'en fait l'art du problème chez Magritte et où se situe-t-il ? Vous en avez ici le rendu anecdotique et mensonger. Il ne faut jamais faire trop confiance quand même toujours aux artistes. Lorsque Magritte a donné sa conférence en 1938, il veut montrer que c'est vraiment l'actualité de sa création. Il n'est pas dans une situation très aisée en 1938. En 1929, il espérait avoir une grande exposition à Paris dans la galerie Goumans, mais le projet a été balayé par le krach économique. Il a végété de manière tragique à Paris fin 29, début 1930. Il sera obligé de vendre une grande partie de sa bibliothèque pour pouvoir simplement revenir à Bruxelles. Il s'installera alors dans une maison ouvrière à Jette, où il survivra grâce à ce qu'il appelle les travaux imbéciles, c'est-à-dire les travaux publicitaires.
Et c'est coupé du monde de l'art, coupé du commerce, coupé du marché d'art, qui est quand même un élément dynamisant de la création artistique, ramené à une sorte de bande qui est le groupe de Magritte qui tourne autour de lui, et dont une des figures majeures à ce moment-là est Paul Nouget, que Magritte va développer de manière très systématique et très rationnelle une nouvelle manière de concevoir sa peinture qui est en fait le résultat des tableaux mots de 1929. Alors évidemment, quand en 1938 il se présente devant ce public anversois, il a envie d'affirmer le côté extrêmement actuel de sa démarche, et il nous parle donc d'un rêve de 1936, même si on sait que le tableau qui va découler de ce rêve date de 1932. Et il nous parle d'un rêve. Alors c'est assez intéressant parce qu'il nous renvoie au rêve. Le rêve est évidemment un élément central du surréalisme, mais pas de l'œuvre de Magritte. Il y a au contraire chez les Belges une réelle défiance par rapport à la représentation du rêve, qui n'est qu'une représentation comme les autres. Et il revient avec cette forme de questionnement. Vous voyez, je m'éveillais dans une chambre où l'on avait posé une cage et son oiseau endormi. Une magnifique erreur, la notion de magnifique erreur va devenir le foyer même de l'interrogation, me fit voir dans la cage l'oiseau disparu remplacé par un œuf. Je tenais là un nouveau secret poétique étonnant, car le choc que je ressentis était provoqué précisément par l'affinité des deux objets. La cage et l'œuf, alors que précédemment, je provoquais ce choc en faisant se rencontrer des objets sans parenté aucune. Et notamment aussi en faisant se rencontrer objet et mot remplaçant l'objet. Donc ici, l'élément supplémentaire qui est introduit par Magritte dans sa réflexion, c'est que tout objet est finalement porteur d'une interrogation. Et c'est bien là qu'il touche à la problématologie. Lorsque Magritte part de l'idée qu'un objet, finalement, n'est pas ce que le philosophe va considérer comme étant une réponse, mais bien porteur d'une interrogation, il opère une sorte de rupture par rapport à nos habitudes mentales. Nos habitudes mentales, elles font que ces objets, nous ne les interrogeons pas. Vous n'interrogez pas la fenêtre, vous ne vous interrogez pas tous les jours à savoir ce qu'est une fenêtre, ce qu'elle incarne. Vous ne pensez pas à interroger la pluie, vous ne pensez pas à interroger une porte, ni un œuf, ni le jour, ni la nuit, pour savoir si c'est le jour ou la nuit, on verra ça dans un instant, mais on ne revient pas en permanence à ces modalités d'un questionnement. Nous prenons les choses pour argent comptant, on les prend pour évidence. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'à ce moment-là, Magritte va aussi se mettre à prendre tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la réalité toute faite. Les proverbes. J'ai une anecdote comme ça personnelle que je trouve assez drôle. Lorsqu'on travaillait à la construction du musée Magritte, on s'est retrouvé dans la première phase de cette crise économique qui était liée au monde bancaire. Et il y a dans les œuvres de Magritte au musée un tableau de 1940 qui s'appelle « Les Grandes Espérances ». Et évidemment, tout le monde interprète toujours par rapport à la date. 1940, les Grandes Espérances. Mais c'est un tableau très étrange. Il y a un petit arbre un peu boutiné et il y a un grand arbre avec un tronc qui va jusqu'à quasiment au cadre supérieur et qui touche la limite de l'image supérieure. Ce tableau, j'ai personnellement jamais compris ce que Magritte voulait exprimer. Si ce n'est que nous avons eu un dîner de charité au musée et il y avait une dame d'un certain âge, parce que je pense que ça joue, on utilise un certain nombre d'expressions qui évidemment passent en fonction de la mode, parlant des banquiers qui manifestement lui avaient coûté très cher, me dit « Mais qu'est-ce qu'ils pensent, ces idiots? Ils pensent que les arbres montent jusqu'au ciel ?» Puis je l'ai regardé, je me suis dit « Les arbres montent jusqu'au ciel ?» C'est le tableau de Magritte, c'est une expression idiomatique, et Magritte en utilise beaucoup. Un aigle avec un veston, oui, il se prend pour un aigle. On retrouve ce genre d'expression, on retrouve ce genre de jeu. Nous en avons plusieurs comme ça au musée. On a une oreille avec une cloche, il s'est fait sonner les cloches. L'expression populaire, l'expression idiomatique, elle contient finalement une sorte d'évidence que nous n'interrogeons jamais. Et le but de Magritte est précisément de réinterroger. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne veut pas faire des tableaux avec des points d'interrogation, mais il veut réaliser des peintures qui vont intégrer dans ce qu'elles donnent à voir, de manière illusoire, le questionnement premier. Qu'est-ce qu'un oiseau? Alors, Magritte trouvera plusieurs formules pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un oiseau? Voilà différentes manières d'y répondre. Évidemment, la cage avec l'œuf renvoie déjà à cet élément généalogique, mais en même temps, le peintre qui peint un œuf
plutôt qui peint un oiseau en regardant un œuf, vous vous retrouvez dans le même schéma. Et ça renvoie à Menon et à la question de la connaissance. Magritte, ici, ne joue pas de la connaissance partielle de l'œuf, mais bien de la connaissance globale de la relation qui unit l'œuf à l'oiseau. Et à travers cette démarche, il est convaincu qu'il pose un mode de réflexion où l'affinité secrète entre les éléments qui vont se retrouver dans l'image, non seulement donne à voir ce qu'on pourrait appeler la solution du questionnement, mais bien plus permet de restaurer la question. Et à travers ce type d'image, eh bien, Magritte réalise cette notion de problématologie, c'est-à-dire d'une peinture qui intègre dans sa représentation l'objet comme évidence, comme solution, mais en même temps le questionnement qui fonde cet objet. Et dans la ligne de vie, il l'exprime de manière très claire, montrant que pour chacun de ces objets, il ne peut y avoir qu'une seule réponse, et montrant que pour atteindre ce schéma, il y a une réflexion globale qui est à développer. Alors, je vais vous en livrer un exemple, qui est le problème de la maison. 36, il s'intéresse au problème de la maison, et c'est les modalités, c'est finalement probablement le questionnement sur lequel on a le plus d'images qui ont été conservées. Magritte se met à réfléchir à, d'abord, qu'est-ce que le problème de la maison, qu'est-ce que signifie, plus exactement, à quel questionnement la maison nous ouvre-t-elle les voies de l'esprit, et il va réaliser toute une série de dessins dans lesquels il va essayer de trouver, sous une forme qui est une forme d'instinct, qui est une forme de jaillissement spontané, donc de déconnexion du travail rationnel discursif, mais bien d'un travail qui va viser à restaurer une sorte de surgissement, les possibilités de réponse qu'il cherche pour le travail de la maison. Alors vous en avez ici une série d'exemples. Certains d'ailleurs ne vont pas constituer la réponse au problème de la maison, mais dans la poitrine, la réponse au problème de la rue. L'accumulation de maisons n'est rien d'autre qu'une autre manière de nous donner à voir ce qu'est l'agencement rationnel de la rue. Voilà encore d'autres exemples avec ce motif, là aussi très mallarméen du coup de dé, que Magritte aime reprendre, et d'autres comme la maison cloche, qui débouchera sur une réflexion là, sur l'évidence de l'objet, la représentation de l'objet mis en scène à travers cette représentation spécifique. Et Magritte choisit finalement, comme solution à son problème, une maison dont la façade présente des fenêtres ouvertes vers l'intérieur et à l'intérieur de la maison, le modèle extérieur. Alors, c'est la solution de Magritte. D'ailleurs, dans les autres apparitions, vous verrez qu'il va réutiliser le problème de la maison. Ce qui est intéressant à repérer dans ce schéma, c'est que Magritte opère et fonctionne déjà avec une idée qui revient sur une forme de cohérence par rapport à ses œuvres antérieures. L'Homme du large, qui est un des premiers grands tableaux surréalistes de Magritte, exécuté en 1927, qui reprend en fait l'image de Fantomas. Le thème ici, c'est la double personnalité de Fantomas et de Juve. Souvent, quand on explique ça aux étudiants, ils ont une vision de Fantomas qui se réduit à Louis de Funès et à Jean Marais. Alors là, évidemment, le mimétisme entre les deux est perdu, mais si vous retournez aux romans originaux, en réalité, je ne devrais pas le dire parce qu'il faut faire quasiment tous les romans pour apprendre ça à la fin, Juve et Fantomas sont des frères jumeaux. Le bien et le mal sont totalement identiques, ce n'est qu'un positionnement dans la société qui les distingue. D'où la présence de cet homme qui est un homme amoral, mais qui est mis en situation par Magritte déjà dans un cadre qui est un cadre tout particulier. Alors, regardez bien l'image, puis je vais faire un petit jeu avec vous. Ce n'est pas très académique, mais enfin, on peut quand même de temps en temps jouer. C'est pour ça qu'il y a une classe des arts. Faire un petit jeu, vous allez fermer les yeux, vous allez penser au tableau que vous avez vu, et je vais vous donner une description qui vous montre qu'en fait, cet homme du large n'est pas dehors. Il a les deux pieds posés sur le parquet. De la main gauche, il tient l'espagnolette d'une fenêtre. Cet homme du large qui est devant une cheminée est donc dans un intérieur. Mais en même temps, cet intérieur est l'extérieur. Vous avez ce jeu. Alors ici, Magritte ne joue pas du tout sur le langage en 1927. C'est une œuvre qui a davantage une résonance psychanalytique. C'est le bien, le mal, c'est cette utilisation de la mer comme étant un espace indéfini, qui d'ailleurs se confond avec un ciel qui n'a rien à voir des beaux cieux de Magritte
comme ceux qui nous dominent ici, où vous retrouvez le ciel bleu, les nuages blancs. Vous avez un ciel qui est lourd, menaçant, et qui est l'expression de l'indistinction du psychanalytique. Mais en même temps, est déjà en germe chez lui ce jeu langagier qui fait que l'homme du large est en même temps un homme d'intérieur. Il n'a pas un seul élément de sa personnalité dont on peut dire qu'il est dehors. Il est à l'intérieur d'un espace. Et ce travail donc de réversibilité est celui que vous trouvez comme solution du problème de la maison. Autrement dit, et ça nous renvoie à l'étude de Michel Meyer montrait que notre tradition occidentale a perdu finalement ce sens du questionnement. Nous l'avons éludé. Mieux, pour prendre un terme psychanalytique, nous l'avons refoulé. C'est clair que si on se mettait à re-questionner tout en permanence, nous ne serions plus dans un cadre qui est un cadre de fonctionnalité optimale. On a donc refoulé le questionnement. Et d'une certaine manière, quand Magritte vient à poser la question de la maison, eh bien, il contourne le même élément de refoulement et il va laisser s'exprimer des éléments qui sont des éléments ancrés dans sa personnalité, que l'on retrouve d'ailleurs sous d'autres formes, parfois même sous une forme qui est celle de la négative. Le problème de la maison, mais la reproduction interdite, est bien le problème du portrait. Et le portrait, c'est la même chose. Quand je représente qui que ce soit d'autre que moi, je n'ai pas accès à son intériorité. Donc je ne peux jamais en reproduire que l'image extérieure. C'est ce qu'il met en abîme ici, à travers cette représentation à l'infini de l'homme se regardant, se contemplant de dos. Donc vous voyez, dans un problème comme celui de la maison, outre le fait de ce travail, voilà le problème de l'au-delà, et qui vous montre la feuille de croquis, qui sont toutes les petites tentatives de l'idée poétique que Magritte cherche, dans lequel non seulement il donne la réponse au problème du soleil, dans le cas présent, mais en même temps que cette réponse corresponde probablement à un mécanisme qui est un mécanisme de travail intérieur. Alors nous avons au Musée royal des Beaux-Arts le problème de la porte, qui est un des premiers problèmes que Magritte ait posé, un tableau de 1932, qui renvoie d'ailleurs à toute une tradition picturale. La peinture hollandaise a été extraordinairement friande de ces jeux de portes ouvertes qui donnent la vision sur un espace qui se trouve au-delà de l'au-delà déjà de la peinture et qui donne à exprimer quelque chose qui se trouve plus loin. Alors, il y aurait un travail à faire sur ce tableau. Le hasard fait que nous avons dans le même musée ce tableau-là et le portrait de Marguerite Knopf, qui donne là aussi chez Knopf, chez le peintre symboliste, une femme qui vient se découper sur une porte qui est particulièrement étroite. Est-ce que Magritte l'a vu ou pas? C'est une question intéressante. Mais en même temps, à travers le problème de la porte, Magritte pose un questionnement qui est un questionnement qui nous renvoie à la notion d'image. Alors voilà le problème de la porte. Donc il nous dit, c'est cette porte avec une découpe qui renvoie à cet élément organique et qui donne une vision sur un au-delà qui se donne dans une forme de progressivité. Alors c'est assez intéressant de voir que Magritte, d'ailleurs, a de la suite dans les idées. Lorsqu'il va en 1900... Oups là, ça je ne sais pas pourquoi. On revient à ça. La lunette d'approche en 1963 reprend la même dynamique, si ce n'est qu'en ouvrant la fenêtre, on renvoie sur une sorte d'infini qui est l'au-delà de la peinture. Magritte est un artiste, il l'a exprimé très tôt, on va passer de 63, on va revenir à 1928, il l'exprime dans l'image parfaite, qui est une femme qui, à travers la peinture, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur du cadre, contemple en fait ce que Mallarmé appelait le creux néant musicien, c'est-à-dire cette espèce de vide central devant lequel on a tendu un écran qui est l'image. Et cet écran qui est l'image, bien Magritte l'a exprimé sous des formes très variées. La saignée, par exemple, qui est une gouache de 1938-39, donne à voir ce même mécanisme, qui est d'ailleurs assez réjouissant. Vous pouvez le lire de manière vraisemblable. Magritte a fait de manière illusionniste un mur de briques qu'il a encadré et qu'il expose, mais en même temps, on peut aussi voir cette image comme une radioscopie du mur sur lequel l'image est accrochée. Derrière la peinture, derrière le plafonnage, il y a ces briques. Autrement dit, l'image n'est rien d'autre qu'un écran tendu sur cette notion de vide central. C'est ce qui permet de passer du mur de briques à ce tableau intitulé en 1937 dans sa première formule « La malédiction » et que Magritte va reproduire de manière très régulière. Alors une question qui est souvent posée, et donc je vais peut-être, je suis toujours occupé à me demander si c'est moi qui siffle, mais bon, je vais peut-être y répondre directement. Pourquoi appeler un magnifique ciel de ce type la malédiction? C'est probablement de nouveau
par rapport à l'adéquation de l'objet et de sa fonction non problématisée. Ça, pour nous, c'est le printemps, pas tous les jours, c'est même l'été, et encore pas si souvent, c'est le soleil, la chaleur, les vacances, la détente, la relaxation, le plaisir, la joie, toute une série d'éléments que finalement ce ciel bleu et ces nuages blancs sont obligés de porter, et donc il y a bien une malédiction de la fonction. C'est une manière de retourner le fait que nous ne le problématisons pas. Magritte a problématisé ce ciel, et ça donne les Mémoires d'un saint, qui est un tableau qui exprime probablement le mieux sa conception de l'image. Elle exprime d'une part la théâtralité de l'image. L'image est une mise en scène avec son rideau rouge, mais en même temps, ce rideau rouge n'est rien d'autre que l'horizon qui nous entoure. Si on prenait une référence d'un artiste qui n'a rien à voir avec Magritte, je pensais à Malevich et à ces quadrangles qui flottent sur des ciels blancs, Malevich dit j'ai traversé l'abat-jour bleu de l'horizon et me suis contemplé dans le zéro des formes. C'est l'image de l'abat-jour bleu de l'horizon. Pour Malevich, au-delà, c'est un mystique, au-delà de cet abat-jour bleu, il y a l'absolu mystique, le blanc, le pneuma divin, alors que pour Magritte, il y a au contraire ce retour à cette notion de néant, à cette notion de forme qui est cette forme première de l'ontologie telle que l'entend Magritte, c'est-à-dire un vide central, que l'on va combler par une image qui est une image lisse, qui est d'ailleurs un élément qu'on peut reprendre dans sa biographie, dans la manière de s'habiller, de se présenter, d'adopter des conventions bourgeoises. C'est un écran tendu sur le vide. Et cette notion d'écran tendu sur le vide est quelque chose de fondamental dans le questionnement, parce que c'est ce qui permet au questionnement magrittien de réinvestir la réflexion de l'image, à travers l'image, une manière de repeupler le monde de manière symbolique. Alors évidemment, certaines de ces images vont jouer du grotesque au sens le plus historique du terme, c'est-à-dire l'assemblage de deux réalités antagonistes qui vont se donner dans une forme de transformation toujours inachevée, telle que la Renaissance l'a redéveloppée, à travers l'invention collective qui n'est rien d'autre que la rebours d'une sirène. La sirène étant elle-même déjà un élément grotesque, monstrueux, montrant cette opposition entre l'idéal féminin et la bestialité, mais en même temps, par cette interrogation, Magritte vous montre que le grotesque de la sirène classique n'est rien à côté du renversement de proportion de l'un et de l'autre. C'est évidemment une sirène qui est beaucoup moins attirante, celle-ci, que celle que Ulysse a dû croiser. Autre œuvre qui exprime ce transformisme, le modèle rouge, dont d'ailleurs le qualificatif chromatique rouge a même valu des interprétations marxistes pour une œuvre de ce type, montrant qu'il y avait là l'expression de l'aliénation du prolétariat. Tout peut se tenir dans l'interprétation, mais qui vous donne à voir de nouveau le problème de la réversibilité de l'intérieur et de l'extérieur. À travers ces chaussures symptomatiques, c'est bien la réversibilité de ce mécanisme intérieur-extérieur qui se donne à voir. Si vous voulez vous amuser à prendre un livre avec des reproductions de Magritte, vous allez voir intérieur-extérieur est un leitmotiv de sa réflexion, comme la notion de surface tendue sur le vide est un élément caractéristique de sa conception. Alors, la réflexion de Magritte, elle s'est arrêtée avec la guerre. Dans l'immédiate après-guerre, Magritte s'est senti obligé de reprendre son œuvre dans un sens totalement différent pour répondre aux conditions de la libération. Et c'est finalement dans les années 50, début des années 50, et le mécanisme de découverte progressive de son œuvre par les États-Unis, avec un marché qui va se développer aux États-Unis, qui va conduire Magritte à revenir à cette notion de problématologie pour développer une réflexion où le questionnement va se démultiplier d'une certaine manière. Et c'est ce que vous avez ici, en fait. C'est une démultiplication d'une série de questions que Magritte a posées qui vont se retrouver repris dans ce schéma particulier. Et il va notamment se mettre alors à croiser les problèmes. Par exemple, voilà quelques solutions qu'il donne notamment à des problèmes qu'il s'est posés au début des années 50, notamment le problème du bateau, qui joue de nouveau sur cette relation entre le contenu et le contenant, la rose et le problème de l'épine, de l'agressivité de la rose, et le problème du bijou, qui chez lui est lié au problème de l'amour, qui est aussi un leitmotiv que l'on retrouve dans la production magricienne. On va peut-être davantage s'intéresser à des problèmes qui ont suscité des raisonnements beaucoup plus poussés, et on reprendra l'œuvre complète in fine.
Alors j'ai joint à l'œuvre 2 lettres, et ce qui est intéressant, c'est le bas de la lettre de droite, dans lesquelles Magritte explique finalement ce problème qui est le problème de la pluie. La pluie, c'est de l'eau. Et Magritte avait d'abord eu l'idée de mettre le parapluie dans un verre d'eau. C'est ce qu'il représente en bas. Et puis, il est allé dans un schéma qui correspond davantage à la forme de l'expérience. Le parapluie dans un verre d'eau, ça renvoie à une expérience étrange qui ne correspond pas à un usage de la réalité. Par contre, il est clair que l'eau tombe sur le parapluie. Et donc, il a trouvé cette formule qui est de poser le verre d'eau sur le parapluie. Donc, il ne perturbe pas la lisibilité de la logique de l'expérimentation, de l'expérience, mais il renvoie à cette idée de problématiser la représentation, pas simplement avec de l'eau, mais avec un verre d'eau posé sur un parapluie. Il a, dans les années 30, déjà posé la question de la pluie, et ça donnait un paysage avec des nuages couchés sur le sol et la pluie qui tombe sur les nuages. Et là, vous voyez, il jouait sur l'impossibilité de l'image, donc sur l'idée du poétique qui transfigurait les limites du réel. Ici, au contraire, il s'agit de mettre en abîme les limites du réel. C'est ce qu'il va faire notamment dans une de ses œuvres les plus connues, qui est l'Empire des Lumières, dont il y aura 17 versions, et qui pose en fait le problème du jour et de la nuit. Pour Magritte, jour et nuit sont indissociables et forment une sorte d'équilibre. Dans la première version de 1952, le bas de l'image est de jour et le haut de l'image est de nuit. Ce qui fait que vous percevez directement l'étrangeté de la composition. Vous savez, on a fait des tests au musée sur des visiteurs. Il y a une majorité de visiteurs qui ne perçoivent pas que l'image est un assemblage, un collage du jour et de la nuit en même temps, mais qui perçoivent une image qui est une image réelle, possible. Et c'est vrai que c'est possible. À certains moments de l'année, on peut avoir des phénomènes de ce type avec une ombre portée très forte au sol qui donne un sentiment nocturne dans un ciel qui est un ciel diurne. En même temps, dans la démarche de Magritte, l'idée était bien ici non seulement de positionner les deux dans une image qui forme un problème en soi, un problème global, mais bien davantage de créer à travers une image que nous avalons, que nous acceptons, donc il y a cette efficacité de l'image publicitaire, un questionnement qui nous permet de revenir sur ce refoulement problématologique, de cette question que nous ne nous posons plus, dont nous n'avons finalement que des réponses partielles, mais dont nous ne cherchons jamais une réponse globale, ce qui nous renvoie au paradoxe de Ménon. Alors dans le paradoxe de Ménon était une manière d'interroger la connaissance. Et je me suis dit qu'ici, sous la fée ignorante, il fallait reprendre ce qui était le questionnement et peut-être le resituer dans son cadre local, puisque le tableau que vous avez sous les yeux est le portrait d'Anne-Marie Gillon-Croët, qui est la fille de Pierre Croët, qui possédait le Bon Marché à Charleroi, qui était un avocat d'affaires qui, même s'il vivait à Bruxelles, était extrêmement actif dans la vie culturelle de Charleroi, et qui avait demandé à Magritte de réaliser, il en a fait plusieurs, un portrait de sa femme, des portraits de sa fille. Alors Magritte s'est exécuté, ce sont de pures œuvres de commande pour la plupart, mais en même temps, il y a eu un contact particulier avec la fille d'un ami qui était un ami d'enfance. Pierre Croët était un des animateurs de la Lanterne sourde, Magritte l'a connu dans les années 20, et ils se sont retrouvés à Bruxelles dans le milieu des Carolos vivant à Bruxelles. Et il y avait une amitié forte qui est née entre eux. Pierre Croët a longtemps soutenu Magritte, il a financé des expositions à Charleroi, et Magritte a repris finalement le visage, mais quasiment comme une décalcomanie de cette jeune fille très jolie, de bonne famille, qui correspondait à un certain nombre de critères, pour en faire précisément une réflexion, au-delà de la notion de portrait, sur la notion de connaissance que Magritte exprime ici avec le thème alchimique, nervalien, de la lumière noire, avec ce tour de force picturale quand même, qui est de réaliser une bougie qui diffuse une lumière noire. Elle est placée dans un cadre qui est typiquement magrittien et elle donne pour Magritte un élément qui est celui de la connaissance, mais qui est une connaissance, alors par le négatif, cette lumière noire est le négatif de la lumière usuelle, mais aussi de la négation. Cette lumière noire conduit à une forme d'obscurité, ces images de fond, ce creux néant, ce noir qui tapisse l'image, et qui en même temps se prête à une représentation par laquelle, précisément, on questionne ici l'autre, celui qui est toujours interdit, celui qui est toujours dans le domaine de la réserve, et on le questionne sous cette forme d'une connaissance par les gouffres, d'une connaissance par la négativité.
Alors Pierre Croé est intervenu à l'époque pour que, à partir de ce tableau La Fée ignorante, se déploie une composition d'ensemble. Alors ce que vous avez ici est l'huile sur toile en 3 panneaux qui se trouve au musée et qui pour l'instant est au Japon. Je n'ai pas de bonne photographie de ce qui est sur le mur. Et en 1957, on va proposer à Magritte de réaliser sa 2e peinture monumentale. La première, c'était pour le casino de Knock. La 3e, ce sera pour le Palais des Congrès, hein, c'est les barricades. Et pour réaliser cet élément, Magritte va en fait homogénéiser dans une seule et même représentation, sous le maléfice, sous la menace, sous la malédiction de ce ciel heureux, eh bien, cette succession de figures qui renvoie à la fois aux méthodes de son questionnement poétique et à sa réflexion problématologique. Alors, chez Magritte, bien souvent, les solutions à la peinture sont des solutions qui passent par des tropes, par des figures de style. Alors vous en avez un exemple à gauche, mais enfin, ça, à mon avis, pour vous, c'est encore plus facile de lever la tête, ça sera beaucoup plus visible. Si moi je le fais, je tombe. C'est les arbres qui se trouvent tout au bout et qui sont une expression métonymique. Magritte peint des arbres, mais en fait, il prend le détail pour le tout. C'est une feuille devient un arbre. Et il y a d'ailleurs un raisonnement assez intéressant. Il y a comment va-t-il représenter un arbre sans feuille à partir du moment où c'est la feuille qui est l'arbre? Eh bien, il va enlever l'ensemble du corps de la feuille pour en faire des nervures, ou bien pour exprimer l'angoisse, il va réaliser ce que vous avez ici, c'est-à-dire des feuilles qui sont rangées par des vers. Et ça va, là, vous avez de nouveau l'irruption de cette dimension psychique à l'intérieur de cet élément. Vous avez le grelot, hein, qui est un des leitmotifs de l'œuvre de Magritte et qui renvoie probablement à des souvenirs d'enfance avec les grelots qui tapissaient les harnais des chevaux de trait. Mais vous allez avoir d'autres éléments comme des métaphores de la tour et de l'arbre que vous avez ici, hein, avec cette tour qui est équipée de racines et qui joue là sous la forme d'une métaphore qui n'est plus d'utiliser une tour comme un arbre ou un arbre comme une tour, mais bien de supprimer le comme et d'avoir un arbre-tour qui donne ce type d'image avec cette sorte d'évidence poétique qui est l'art même des tropes, des figures de style telles que Magritte les développe. Et puis il y a une autre manière qui est le transformisme, c'est-à-dire utiliser des substances, utiliser des matières pour exprimer les choses sous une forme différente. Vous avez remarqué ici notamment que la fée ignorante n'est plus la femme typée dans sa personnalité même, mais elle devient une statue aux yeux ouverts, c'est-à-dire elle est encore réaliste. Par contre, le poisson, il est pétrifié. Et vous avez là un jeu qui, à travers l'utilisation de la pierre, permet de nouveau d'avoir cette mise en abîme. Autrement dit, Magritte, qui jouit maintenant d'une reconnaissance beaucoup plus grande, va reprendre l'ensemble des problèmes qu'il a posés individuellement dans des peintures pour en faire de grands systèmes complexes. Celui-ci est déjà... Mais celui-ci est encore finalement une peinture monumentale immense. Ça devient une sorte de panorama au casino de Knock, à l'intérieur duquel vous êtes confronté à toute une série d'images qui intègrent à la fois la réponse et le problème et donnent à voir le réel sous une forme transfigurée. Et donc, il répond d'une certaine manière au paradoxe de Ménon. Parce que bien évidemment, on est tourné vers la connaissance. Et bien évidemment, on cherche ce que nous ne connaissons pas. Mais nous cherchons toujours ce que nous ne connaissons pas à partir d'une connaissance partielle. Ce que Magritte nous apporte, c'est qu'il nous invite à réfléchir au problème globalement. Et réfléchir au problème de manière globale, c'est en fait réinventer le réel. C'est ce que Magritte qualifie la poésie, et l'image que vous avez au-dessus de vous est un parfait résumé de cette recherche du mystère à travers la poésie, le mystère n'étant pas quelque chose de donné en soi, mais quelque chose que nous inventons en répondant à nos propres questionnements refoulés. Voilà, j'espère avoir fait de la manière la plus claire possible un petit tour d'horizon de l'art de poser des problèmes en peinture, sans avoir de point d'interrogation, et je me soumets non seulement au sifflement, mais à vos questions. Le sifflement, ce n'était pas du public, c'était le sifflement d'ensemble dans lequel nous avons évolué.